je sais. Je suis heureux d'être ici. C'est la première fois dans ma vie que ma femme et moi sommes en Roumanie. Et bien sûr, nous réalisons cette enregistration à quelques heures que vous êtes venu à Timișoara. Et maintenant, je vous propose de faire un voyage dans votre temple. Du domaine de mon père aussi, bien sûr, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il faut parler sur mon père. Oui. C'est une chance d'être le fils d'un père célèbre, M. Kalman. C'est très, très joli d'être son fils, parce qu'il était mon meilleur ami. Je l'ai aimé pas seulement comme père et comme musicien, mais je l'ai aimé comme être. Il était un homme adorable. Il était, je crois, un homme joyeux. Non, et non, il était un homme plutôt mélancolique dans sa musique qui est très très entraînante. On sent pas ça, pas toujours, mais il y a aussi des moments mélancoliques, vous voyez. N'est-ce pas? Oui, mais je croyais que créer des opérettes, il doit être un type spécial, non? Oui, il fallait aussi être un homme, disons, un homme de, disons, comment on dit ça? Un homme joyeux, naturellement, mais il était aussi un homme qui réfléchissait beaucoup et qui pensait beaucoup à la situation humaine, parce que dans ces opérettes, il y a toujours des situations très humaines, au contraire de quelques-uns de ses collègues qui voulaient seulement amuser. Moi, je crois que mon père ne voulait pas seulement amuser, il voulait aussi faire les gens penser, et dans sa musique, ça a lieu. Il a été né à Balaton, en Hongrie, oui. À Siófok, oui. Il est né là-bas, mais il n'a pas passé beaucoup de temps là-bas, à peu près, disons, les premiers 14-15 ans. Et puis la famille est devenue, hélas, très pauvre, à cause d'une affaire financière. Ils ont été obligés de vivre à Budapest. Et là, c'est là que la grande passion pour la musique a commencé. D'abord, il voulait devenir tailleur, mais il fréquentait beaucoup les concerts et les opéras. Il s'intéressait pour Wagner, il s'intéressait pour les œuvres de Liszt. Et aussi, il s'intéressait beaucoup pour Puccini. Et c'est là, dans ce temps-là, qu'il a commencé sa carrière. Il voulait devenir un pianiste. Mais hélas, une maladie de main, parce qu'il a trop joué, il a fait trop de pratique. Les mains sont devenues malades. Il n'a pas pu devenir pianiste. Il est devenu un compositeur, d'abord un compositeur intellectuel. Il voulait devenir comme Brahms ou comme Schumann. Mais il a composé ses opérettes, bien sûr, avec l'aide du piano, non? Oui, mais d'abord, je dis, il a écrit des études symphoniques, des pièces de piano. Il voulait devenir, je dis, un musicien sérieux. Mais un jour, il a vu La Veuve Joyeuse de Lehár, qui venait d'ouvrir à Vienne, et il a été tellement bouleversé par ce spectacle, il a dit, je vais faire la même chose. Et c'est là qu'il a commencé à écrire les opérettes, et sa première œuvre était déjà Manœuvre d'automne, Herbstmanöver, qui a été un grand succès à Budapest. Alors les impresarios du théâtre an der Wien à Vienne sont venus voir, et eux, M. Karczak et le compositeur Léo Fall, ont dit cette opérette devait être jouée à Vienne. Elle était jouée là-bas. Mon père a quitté Budapest, il est allé vivre à Vienne. C'est là qu'il a écrit toutes les autres œuvres. Bien sûr, je crois qu'il a eu un très grand succès déjà, non? Oui, déjà. Dans cette première opérette, il y avait une chanson qui a été un succès tellement grand que l'opérette a été jouée à Danemark, à Londres, même à New York, à Paris, partout. C'était ça.
la deuxième opérette, il a une valse qui est devenue le plus grand succès de son jour. Elle est comme ça, dans le premier Tzigane, ou Zigeunerprimasch. C'est là qu'il a découvert d'ailleurs son grand génie pour écrire des belles valses. Et dans toutes ses autres opérettes, presque tous, il y a eu des valses comme ça. Se retrouvent des thèmes de la musique hongroise dans ses œuvres? Oui, on en trouve beaucoup d'ailleurs. Il adorait la musique hongroise, la musique de Tzigane, mais il préférait la musique roumaine. C'était sa musique préférée. Il me l'a dit d'ailleurs, que quand il a écrit 2 opérettes plus tard, La princesse Csárdás, die Csárdásfürstin, qui est connue dans le monde entier, qui est peut-être l'œuvre la plus puissante de tous, il a demandé à ses librettistes, qui s'appelaient M. Stein et M. Jenbach, je ne veux pas une Hongroise pour la prima donna, parce qu'il était dans le plan d'écrire sur une femme hongroise. Il a dit, je veux une Roumaine. Alors ils ont inventé le nom Silva Varescu. Et vous voyez bien, c'est intéressant. Regardez, ça commence avec de la musique hongroise, sa grande chanson. Ça c'est très hongrois. Mais là déjà, il y a une note très très roumaine. Et le Csárdás qui suit, ce n'est pas un Csárdás, c'est une aura roumaine. Vous voyez, c'est très très roumain. Alors il était passionné de la musique roumaine, il allait toujours dans les boîtes ou dans les Csárdás, dans les Csárda, où on jouait, parce qu'il savait, ils vont jouer bien sûr de la musique hongroise qu'il aimait beaucoup, mais il attendait toujours le moment où quelqu'un jouait un solo roumain. Mais d'où il connaissait la musique Eh bien, c'est roumaine? parce que la musique roumaine était aussi bien sûr comme la musique hongroise dans le répertoire de tous les tziganes, dans tous les violonistes et tous les autres. La musique roumaine était jouée partout à Budapest, dans tous les Csárda et dans tous les Csárda de Vienne où il a habité plus tard. Et c'est pour ça. Et regardez dans le Comtesse Maritza, son autre chef-d'œuvre, regardez ça. C'est très mixte. C'est une musique hongroise roumaine. Vous voyez, ça c'est tout à fait la gamme roumaine. Ça c'est très roumain, mais ici. Ça c'est encore ça, c'est déjà plutôt hongrois, n'est-ce pas? Oui. Et alors aussi, voici encore dans cette chanson ici. Très hongrois. Mais ça, c'est très roumain. Cette gamme, c'est une gamme roumaine qui doit peut-être venir de l'ancienne Roumanie et qui existe encore naturellement dans toute musique. Il a connu aussi des œuvres des compositeurs roumains.
Bien sûr, il avait des disques chez lui. Il avait des disques de George Enesco. Il aimait, il adorait. Il a joué tous les jours. Il a adoré la musique Hora Staccato de Dinicu. Ta, 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 yep, ta, 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 ta. Oui, ah, bien sûr. Je dis, il aimait beaucoup la musique hongroise et il adorait la musique roumaine. Voilà des choses un peu connues. Je crois qu'il a dû regretter qu'il n'était jamais allé en Roumanie. Je crois qu'il aurait été très heureux dans ce beau pays. Mais vous l'avez vu en créant? Ah non, pas ces œuvres-là, je n'étais pas encore né. Je suis né beaucoup plus tard. Mais bien sûr, je l'ai vu composer. Oui, bien sûr, et je l'ai entendu surtout. Et puis, elle a fait beaucoup de changements dans sa carrière. En 1928, par son amour aussi pour la musique américaine. Il a écrit une opérette avec de la musique américaine qui s'appelait Die Herzogin von Chicago, la duchesse de Chicago. Et plus tard, sa dernière œuvre était aussi, ça se jouait, l'action aux États-Unis, ça s'appelait Arizona Lady. Alors il y avait aussi, dans ses dernières œuvres, il a aussi fait beaucoup de chansons américaines. Vous êtes né à New York? Non, je suis pas né. Je suis né à Vienne. Ah, né à Vienne. Et Oui. puis, vous avez... Oui, et puis la situation politique nous a obligés de quitter Vienne. On est allé d'abord à Paris, et là alors, mon père a vu, il y aura la guerre. Et c'est là qu'il s'est décidé d'emmener sa femme et ses 3 enfants, dont j'étais un des 3, aux États-Unis. C'est là que moi et mes sœurs sont allés à l'école. Et c'est là qu'on s'est établi à New York. New York. À New York. Et combien d'années vous avez eu à New C'est York? à peu près 25 ans. À peu près 10 ans pendant que papa vivait. Et après, moi-même, encore une fois, 12 ans, peut-être 8 ans. Et vous, quand vous avez commencé à créer, Moi vous réaliser? Oui, bien. Ça, à New York. Je suis allé à Riverdale Country School et là, il y avait une académie musicale où on donnait des leçons de piano et des leçons d'harmonie. Alors, mon premier vrai professeur était un monsieur McClanahan et le professeur qui m'a instruit l'harmonie, c'était une japonaise qui s'appelait Tsuya Matsuki. Et Je lui dois beaucoup à ce monsieur et à cette dame. mais votre père a reçu comme une belle information que vous allez à créer de musique. S'était intéressé de votre carrière? Oui, beaucoup. Et puis, il m'a donné des bons avis aussi pour le futur. Hélas, je ne l'ai pas eu longtemps. Il est mort quand j'avais l'âge de 22 ans. Je l'ai perdu. Ma mère a vécu beaucoup plus long. Elle est morte l'année dernière. Mais mon père s'est éteint à l'âge de 71 ans. Il aurait pu vivre encore beaucoup de temps. Mais parlons maintenant de votre carrière. Si vous voulez. Comment vous avez commencé à créer? Eh bien, j'avais une passion pour les compositeurs américains. Mon préféré était toujours George Gershwin, et Jerome Kern, et Richard Rodgers, Cole Porter. Ce sont mes préférés. Ils le sont d'ailleurs encore. Et c'est aussi par l'influence de ces compositeurs, le Broadway, et aussi les films d'Hollywood, surtout ceux de Fred Astaire et Ginger Rogers, que j'ai vus des douzaines de fois, et je me suis acheté les chansons. En même temps, j'ai aussi négligé un petit peu
ma non pas ma carrière, ma vocation de devenir un pianiste. Et mon père a dit, c'est pas bien, il faut payer attention à Beethoven, Bach. Et puis non, il ne voulait pas que j'aime les chansons, mais je les aimais trop. Et je les aimais, je les sais encore toujours par cœur. Et c'est peut-être dans ce moment-là, ayant vu des musicals au Broadway, ayant vu tous ces films que j'adorais, Singing in the Rain, An American in Paris, The Bandwagon, Top Hat, c'est peut-être à cause de ça que la musique m'a pris par le col. Et vous avez commencé avec... non, ma première chanson, mon première œuvre vraiment jouée, c'était un hymne pour le 40e anniversaire de cette école-là, Riverdale. Je dis ça parce qu'elle a été jouée et chantée par 600 écoliers dans la grande salle du Hotel Waldorf Astoria à New York. Et c'est ce soir que mon père qui a assisté m'a dit « Aujourd'hui a commencé ta carrière de musicien ». Oh, oui. C'était un visa extraordinaire, non? Puis je suis allé au Columbia University et là, j'ai vu des revues que les écoliers écrivent. À ce moment-là, il faut dire que les rôles masculins et féminins étaient tous joués par des hommes, par des jeunes garçons. Et c'est là que j'ai fait le premier an, j'ai eu 3 ou 4 chansons. Je n'étais pas le compositeur principal, mais l'année suivante, je l'étais. Et ça s'appelait Babe in the Woods. Et dedans, il y avait des chansons de moi, comme ça. En voilà quelques extraits. Oui. Bien sûr, musique du film. Ça c'est oui. venu plus tard. D'abord, je suis rentré pour vivre en Europe. La raison, c'était que mon père allait mourir. Et il voulait de toute façon que je reste avec lui jusqu'à sa mort. Et quand il est mort en 1953 à Paris, j'étais à son lit. Et puis là, j'ai voulu rentrer aux États-Unis. J'ai voulu quitter Paris. Mais alors à ce moment-là, on avait entendu parler déjà de moi. J'avais écrit une opérette de revue qui a été jouée pas mal en Allemagne. Ça s'appelait Wir reisen um die Welt. Wir reisen um die Welt. Première fois à Wiesbaden, en Allemagne, dans le grand théâtre de l'opéra. Vous avez écrit beaucoup de chansons évoquant des capitales, des grandes capitales de l'Europe. J'ai écrit pour Utelemper, j'ai écrit
pour Evelyn Künneke, pour Margot Werner, pour Harald Junke, oui, qui sont tous très connus en Allemagne et vous t'aimez pas même aux États-Unis maintenant. Vous avez beaucoup de lieux que vous aimez dans le monde et les lieux sont déjà transposés dans votre musique. Ah oui, et j'en ai pas visité tous, mais quand même, mes souvenirs d'Amérique, là, j'ai ma Times Square Fantasy, qui va à peu près comme ça. Et puis il y a une partie très mélancolique ou très blues, alors ça va comme ça. Et puis il y a le final qui va comme ça. Et puis ça devient plus tordant. Alors, et puis aussi Paris, qui m'a toujours très passionné parce que c'est la plus belle ville. C'est là que j'ai d'ailleurs fait mes études d'orchestration et de musique. J'ai une valse qui va comme ça. Vous voyez, c'est très parisien. Oui. Et aussi dans ma Globetrotter Suite, j'ai écrit une suite très longue de 10 mouvements. J'ai toutes les couleurs de toutes les villes. Il y en a certains que je n'ai même pas visités. Alors j'ai San Francisco. Puis encore Paris. Et Londres. Et j'ai aussi Salzbourg, un petit peu de Mozart, j'ai fait là, mais avec toute intention. Et puis alors j'ai aussi l'Italie qui est dedans, avec le Grotta Azzurra. Au Sol de Mio. Orient, oui. Mais Et le Japon, ça vous intéresse d'écouter? m'intéresse Le bien sûr. Japon, de Kyoto. Ah. Ah.
puis les pyramides, j'ai aussi. Il y a le grand final. Ça, c'est une ville que je n'ai jamais visitée. Et j'aimerais y aller un jour. C'était la Copacabana. Moi-même le globe-trotter de la musique. Je suis sûr qu'avec votre chanson, vous avez connu un grand succès. Oui, j'en ai eu quelques succès, oui. D'ailleurs, je l'ai présenté au concert. C'était une de mes chansons qui était dans un film. Est-ce que je peux chanter en même temps? Oui. Oui. Bon, alors c'est ça. How I wish I could be like a clown is, a clown full of fun, full of smiles. Paint up my nose, wear shaggy clothes, and make people roll in the eyes. Bon, voilà lui qui a eu beaucoup de succès aussi. Außer gewiss schon eines Tages nicht, lass den Vorhang zu, denn ich ertrage es nicht. Vous avez connu bien sûr beaucoup des interprètes, beaucoup de grands. Oui, je vous ai dit, j'ai connu Ute Lemper qui a joué dans ma revue. J'ai écrit pour le metteur en scène Peter Zadek à Berlin et à Hambourg. L'Ange bleu, der blaue Engel. Alors Ute avait une chanson dedans sur un piano qui allait comme ça. Mein Klavier, das kann heulen und fliegen, denn es lebt in einer anderen Welt. Weit weg von Neid und Intrigen, hebt es mich hoch zum Sternenzelt. Ohne Musik keine Freude. Ohne Musik gehe ich ein, wie ein Baum ohne Wasser, kann ich nur hilflos sein. Dernièrement, j'ai écrit pour l'Université de Pennsylvania, une très très grande œuvre
basé sur Paul et Virginie, d'après Jean Cocteau et Henri Radiguet. Avant ça, j'ai écrit une opérette, un musical drama qui est presque un opéra qui s'appelle The Widow Paris. Ils ont été joués, ce Paul et Virginie, aussi à New York et à Washington. Et puis, j'ai eu pas mal de succès avec. Et puis aussi, oui, mes films, Fabian, je ne sais pas s'il a été joué en Roumanie, mais le thème principal a été une sorte de succès. Ça, c'était sifflé. Je ne sais pas siffler, mais je l'ai composé. Monsieur Kalman, Monsieur Kalman, Il a déjà chanté. oui, qu'est-ce que vous avez appris de votre père que vous maintenant faites donner plus d'esprit dans votre création? J'ai appris par mon père que dans les opérettes, lui il disait toujours, il faut s'assurer que la réponse publique commence aussitôt que possible. Il disait toujours que le numéro 1, c'est pas si important, mais le numéro 2, la deuxième chanson d'une opérette doit être un des meilleurs, parce que ça attire l'attention. Voilà une chose que j'ai appris. Et j'ai appris de faire beaucoup attention au livret, aux paroles pour les chansons, et aussi pour l'action. De voir, vous voyez, il y a une opérette de lui où quelqu'un lui a dit la femme est fâchée avec le ténor. Et pour le payer et le traiter comme un domestique, la femme lui donne un chèque. Et mon père a dit, chèque, c'est rien du tout, le public ne le verra pas. Il doit donner de l'argent, il doit donner des billets de 1000 ou 2000 ou quoi. Là, mais pas un chèque. Un chèque, ça ne se voit pas. Là, il savait ce qui marchait dans le théâtre. Ce sont quelque chose que j'ai appris de lui. Et j'ai appris aussi que la musique joue un rôle extraordinaire, mais je dois aussi dire, dans le théâtre d'aujourd'hui, au point de vue musical, la musique ne joue plus un très grand rôle. Et c'est la raison parce que les autres médiums, le cinéma et la télévision, a tellement gâté le public que tout est devenu au théâtre maintenant optique. Et ça, c'est pas bien. Parce que dans le temps de mon père et encore plus tard, c'était la musique qui attirait. Mais maintenant, ça doit être la mise en scène, ça doit être les grands décors, les gros tatas. Vous comprenez? Et voici la différence entre hier et aujourd'hui. Oui, c'est véritable une concurrence maintenant de l'audiovisuel qui fait des grands problèmes pour les musiciens. Mais je crois que vous avez votre voix sans problème. Oui, et encore, j'ai une autre obstacle. Dans le temps de mon père, il y avait des compositeurs qui écrivaient pour les chansons. Et aujourd'hui, les interprètes, les ténors, les barytons, ils n'en ont plus besoin. C'est eux qui écrivent leurs chansons eux-mêmes. Ça a commencé avec les Beatles, qui n'ont pas eu nécessairement un compositeur. C'est parce qu'ils ont écrit leurs œuvres eux-mêmes. Ils ont écrit de très belles choses, mais c'est là où le changement a eu lieu qui n'a pas encore terminé. Et pour finir, comment vous vous sentez maintenant seul dans un monde industriel, dans un monde rapace que nous vivons? Eh oui, j'essaye de vivre avec. Il n'y a pas autre chose à faire. Je crois que je resterai fidèle toujours à ma voix. Parce que, comme vous le dites, j'ai une voix moi-même. Et comme on dit en anglais, I try to make the best of it.
Je suis sûr que votre musique aura aussi de grands succès parce que votre musique exprime maintenant notre âme. Merci beaucoup, Monsieur Bogdan. Et pour finir, j'aimerais dire que j'ai été ravi cet après-midi d'être accueilli tellement gentiment en Roumanie. Et ma femme aussi était ravie, comme moi, d'être accueillie si gentiment et si chaleureusement aimée en Roumanie. Encore une fois, soyez le bienvenu, Monsieur Kalman à Timișoara. Et pour finir, s'il vous plaît, un petit extrait de votre création. Avec plaisir. Oui, s'il vous plaît. C'est un film et ça s'appelle La valse de Bertha.